Bonjour, je suis Patrick. Et je suis Daniel. Et vous êtes sur azeroth.fr. Je distingue cela chez vous. Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui nous découvrent et merci de revenir pour ceux qui nous connaissaient déjà. C'est le 3e épisode d'Azeroth.fr, c'est le mois de novembre si je ne m'abuse. Et nous sommes avec Daniel comme pour le premier épisode et on vous apporte les nouvelles informations et quelques petits conseils pour le jeu World of Warcraft. Daniel, comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Eh ben écoute, comme un dimanche, ça va super bien, mais bon, demain on retourne bosser, donc un peu déprimant quand même. Ouais, moi je suis un tout petit peu fatigué aussi, je suis sorti un petit peu tard. Déjà que je suis hypocondriaque à la base, là c'est un petit peu difficile, je suis convaincu que j'ai attrapé toutes sortes de maladies terrifiantes. Bon, qu'est-ce que tu as fait depuis notre épisode précédent ? Est-ce qu'il t'est arrivé des choses incroyables dans le jeu ? Eh ben, on a pas mal avancé avec notre raid, donc on a écrabouillé Nefarian, on a bien avancé dans AQ40, et si je ne m'abuse, je pense que d'ici la fin de l'idée, on devrait pouvoir commencer à s'attaquer à la princesse Uran. Uran ? Qui c'est ça, Uran ? Eh bien, c'est une sorte de grosse abeille qui ressemble un peu à Ayamis et qui demande dans les 200-250 de résistance nature pour une quinzaine de personnes du raid. D'accord, donc ouais, Ayamis c'est un monstre de AQ20, c'est ça ? Ouais. Bon, décidément, Daniel est bien plus versé dans la question des raids que moi. Donc tu fais des trucs de raiders qui ne dorment jamais et qui passent leur temps devant Warcraft, quoi. Voilà, exactement. Quand je ne raid pas, je farm, et quand je ne farme pas, je monte des rerolls au cas où il y ait des gens qui sont pas là pendant le raid pour combler certaines classes. Voilà. Il est complètement fou. Ok, bon bah écoute, moi j'ai pas joué énormément en fait. J'ai joué un petit peu avec vous dans les raids. Un peu plus bas niveau, j'ai joué aussi avec mon autre guilde, avec mon mage, et ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, c'était sympathique. Et sans autres formes de procès, on va passer au programme. On va parler dans la partie info du patch 1.13, on va parler donc de plein de petites choses sur Burning Crusade, et aussi quelques mots sur le jeu de cartes à collectionner de Warcraft qui est sorti ce mois-ci. Dans notre partie éditoriale, on aura un petit peu de commentaires sur le matériel pour le corps à corps et pour les talents. On va parler dans la partie histoire du royaume des humains et de son développement. Et dans la partie pro, on va essayer de meubler un petit peu parce qu'il n'y a pas grand chose à dire à vrai dire. Depuis que Naxxramas a été complètement nettoyé par les guildes américaines, il s'est plus passé énormément de choses, mais on aura quand même quelques petites choses à vous raconter, surtout Daniel. Et enfin, on a notre partie fourre-tout, on a notre courrier des lecteurs, on va vous parler du forum et de comment s'est passé notre event Highlander. La partie news, première information, on va pas commencer sur Burning Crusade, mais sur quelque chose de beaucoup plus immédiat. Mais quoi donc ? Le patch 1.13. Oh. Le patch 1.13 à l'origine, c'était censé être celui qui venait juste avant Burning Crusade, pour préparer le jeu à la sortie de l'extension. Il se trouve que, comme ça n'aura pas échappé à certains d'entre vous, l'extension a été repoussée au mois de janvier. Quelle tristesse, quel malheur ! N'est-ce pas ? Mais le patch 1.13 prend une importance toute nouvelle, puisque c'est le seul nouveau contenu qu'il y aura avant l'extension, et donc avant Noël. Qu'est-ce qui est prévu pour le patch 1.13 finalement ? Alors, pour moi, il y a deux choses qui sont vraiment majeures.
Bon, ensuite il y en a une troisième qui tient plus à cœur, mais pour moi c'est déjà la refonte du système d'honneur où maintenant à chaque kill qu'on va faire, on va gagner un certain nombre de points d'honneur qui dépendent effectivement du niveau, des dégâts qui ont été infligés, etc. et qu'on pourra conserver pour acheter des récompenses épiques. C'est ce dont on parlait le mois dernier. Ouais. Voilà. Et en fait, les points d'honneur donc qui vont être cumulés, il faudra aussi les dépenser en conjonction avec les marques d'honneur d'Arati, du Goulet ou d'Alterac pour acheter les morceaux épiques qui étaient jusqu'alors réservés aux rangs 13 et 14. D'accord. Ouais, moi je suis... Bon, c'est bien qu'il y ait le nouveau système d'honneur, mais ce qui sera vraiment intéressant dans le système de PVP, ça sera pour moi le système des arènes qui, lui, n'arrivera effectivement qu'avec l'extension. Donc le nouveau système d'honneur, bon, personnellement, c'est sympa, mais ça va pas changer ma vie de joueur. Il faut dire aussi que je crois que le plus haut rang que j'ai atteint, c'est le rang 3 ou 4, et encore, je suis gentil. Donc forcément, je suis pas le plus grand, je fréquente pas énormément les Battlegrounds, donc... Bon, ouais, à mon avis, tu y allais très très souvent, mais comme t'arrivais à tuer personne, tu t'es découragé. C'est automatique, c'est juste... C'est pas faux que j'arrivais à tuer personne non plus, j'avoue, c'est vrai, j'ai honte. Il y a un autre truc qui est très important aussi. Et donc la deuxième chose en fait qui moi m'intéresse beaucoup, c'est en fait le système de talent qui va être mis en place avant la sortie de l'extension. Donc grosso modo, il y aura un reset des points de talent pour toutes les classes et les arbres de talent donc qui vont être étendus jusqu'au 41e talent pour chaque arbre. Ouais. On va en reparler dans la partie Burning Crusade puisque c'est censé faire partie de Burning Crusade. Une dernière chose qui va être ajoutée aussi, à ma connaissance, ça sera le troisième et dernier élément important de ce patch 1.13. C'est le système de recherche de groupe qui va être implémenté dans le patch et pas uniquement dans l'extension. Donc ça va nous amener le nouveau système de recherche de groupe et les fidèles de l'émission savent que c'était l'un de mes premiers griefs que j'ai exprimé dans le premier épisode, c'est que le système de LFG était vraiment mal fait. En fait, il y en avait pas du tout. Ouais, moi aussi j'ai quand même hâte d'essayer, même si je suis pas particulièrement fan des groupes en pick-up. Bon, ça peut toujours servir et l'interface a l'air vachement plus claire et efficace en fait que le canal recherche de groupe. C'est sûr qui est totalement inefficace. Qui est complètement illisible avec des gens qui s'engueulent dessus toutes les 5 minutes. Donc, c'est pas faux. Ouais. Ça encore on en reparlera. En fait, on passe tout de suite à la partie Burning Crusade et on va pas faire exactement la distinction entre les nouveautés du patch 1.13 et les nouveautés du patch de Burning Crusade. C'est un petit peu mélangé, donc on va reparler de tous ces éléments dans cette partie qui regroupe toutes les infos sur Burning Crusade, sur l'extension. Et donc nous disions tout à l'heure que la close bêta, la bêta fermée a commencé quelques jours après le deuxième épisode, comme nous le disait Aguilar. Et on a une annonce à faire qui va sans doute beaucoup décevoir les gens qui nous écoutent. C'est que nous ne jouons pas à la bêta. On aurait pu. Moi, ma guilde en tout cas a gagné le concours de screenshot et avait les clés pour jouer à la bêta. Je pense que j'aurais pu en demander une. On aurait pu essayer d'en obtenir par d'autres moyens. Daniel et moi avons décidé de ne pas nous lancer là-dedans. C'est une décision totalement volontaire et totalement consciente. Pourquoi est-ce que nous trahissons notre esprit journalistique de la sorte, Daniel ? Bon, on n'a peut-être pas forcément tous les deux les mêmes raisons. Moi, il y en a quand même au moins 2 ou 3 qui me viennent tout de suite à l'esprit. La première, je suis un raider fou. Si on peut dire ça. Effectivement, on n'a pas les mêmes raisons du coup. Donc franchement, moi, plus j'ai de temps pour arriver à battre Ktun et ensuite Kel'Thuzad, mieux je me porte. Donc jouer à la bêta, c'est quand même, ça aurait été quand même quelque chose de très tentant. Donc en fait, ça veut dire que tu ne joues pas à World of Warcraft pour pouvoir jouer plus à World of Warcraft en fait. C'est un peu ça, voilà, exactement. En plus. Disons que la deuxième raison, c'est que aussi je préfère en tant que joueur découvrir le monde une fois qu'il sera terminé, qui sera préparé avec mon personnage principal, hein, plutôt que qui pourra effectivement conserver les objets qu'il aura trouvés, l'expérience qu'il aura vécue, Oui, moi c'est un petit peu la deuxième raison qui me motive le plus, c'est que je veux pas déflorer le contenu de Burning Crusade, je veux pas me gâcher la surprise à moi-même en fait. Et je tiens à découvrir ça avec un œil
un petit peu naïf et émerveillé quand ça sortira. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se tenir informé et vous tenir informé en même temps. On reste fidèle au poste et on a énormément d'infos. La première étant qu'il y aura dans l'extension, c'est une question que beaucoup de gens se posaient, il y aura dans l'extension du contenu qui sera inaccessible si vous n'avez pas les montures volantes. Ça veut dire qu'il y aura des donjons auxquels on ne peut pas du tout aller sans les montures volantes, comme Sketis, je crois, Sectis, je ne sais plus. Enfin bon, il y a quelques donjons comme ça qui seront réservés à ceux qui ont les montures volantes, et ça sera une motivation supplémentaire pour les obtenir, et une récompense supplémentaire qui sera cet accès aux donjons. Oh, de toute façon, pour moi, sans même le fait d'avoir ces donjons inaccessibles, je me serais rué sur la monture volante dès le début. Ensuite, une autre information, il y a eu quelques changements pour les elfes de sang. Je pense que vous avez tous vu les premiers screenshots qui ont commencé à sortir, il y a plus d'1 an maintenant. Les elfes de sang, en particulier les mâles, avaient un modèle de personnage un petit peu efféminé, très fin, très frêle. Et ils ont décidé de modifier ça, et ils ont un aspect et un corps beaucoup plus balèze, beaucoup plus fort. Il y a un autre aspect intéressant des elfes de sang dont les gens qui ont essayé la bêta ont parlé, c'est que dans toute leur attitude, ils ont un aspect vraiment accro à la magie et vraiment maléfique. C'est-à-dire que quand ils lancent leur sort, leur visage est déformé par un rictus terrible, ils sont totalement sous l'emprise de ce pouvoir magique, et c'est une véritable addiction. Une véritable dépendance qui s'exerce, donc ça se sent apparemment dans leur design, donc ça c'est quelque chose de plutôt intéressant. Des nouvelles sur les différentes villes de l'Outre-Terre, et une chose qui va intéresser les gens qui voyagent beaucoup, dans Chatra, qui est une des villes de l'Outre-Terre, il y a un truc qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant, il y a des portails pour toutes les villes de l'Ancien Monde, donc toutes les villes Orgrimmar, Stormwind, etc. Donc ça veut dire que les gens vont a priori se lier à Chatra, et ils pourront accéder à toutes les différentes parties du monde simplement en retournant à Chatra. Donc tu voulais nous parler de... Et donc en fait, les mages vont avoir un nouveau portail pour se téléporter dans cette ville. Simplement, il y a une quête à remplir pour y arriver, une quête dont, pour l'instant, seuls les gens qui jouent à la bêta ont les détails, mais on l'aura pas aussi facilement que les portails existants pour Darnassus, Ironforge et Stormwind. D'accord, donc il faudra faire quelque chose pour obtenir le portail à Chatra. C'est sympa. Moi j'aime bien ce genre de quête, c'est pas forcément la récompense la plus utile de l'année, mais c'est une quête sympa et c'est un plus rigolo, moi j'aime bien. On parlait du système de recherche de groupe. Il est pas mal fait, hein. Il est divisé en 2 parties, donc les gens qui recherchent un groupe et les gens qui recherchent des membres supplémentaires. Et on peut sélectionner, je sais plus, 3 ou 4 différentes choses qu'on recherche. Donc on sélectionne si on recherche des gens pour une instance, évidemment, pour un raid, pour un événement PVP ou pour une quête. Donc on peut vraiment spécifier tout ça. Et ensuite, les gens qui correspondront à nos critères de recherche pourront être groupés automatiquement ou pas automatiquement, et vous aurez simplement la liste des gens qui correspondent. Et donc, ça sera quelque chose de très très précis, et c'est vraiment la manière dont le système de recherche de groupe aurait dû être designé depuis le début. Et dans ce contexte, il y a une nouvelle fonction des pierres de rencontre, qui est que elles serviront plus à rentrer dans la queue pour l'instance, mais elles serviront, Daniel, à téléporter les personnes du groupe ou du raid directement sur la pierre de rencontre. Une nouvelle qui va faire hurler beaucoup de gens, je pense, la question de l'expérience dans l'extension. Et Blizzard, donc par souci d'équité, a décidé que personne n'aurait d'expérience à 200% le jour où sortira l'extension. Donc jusqu'au niveau 60, on a de l'XP à 200%. À partir du niveau 60, terminé, voilà, basta. Exactement. Faut le faire à la dure. Et est-ce que c'est pas un moyen de rallonger, un moyen un petit peu facile de rallonger la durée du jeu, à ton avis ?
Oui, c'est quand même un moyen. Je pense que c'est un moyen facile de rallonger la durée du jeu. Maintenant, d'un autre côté, en tout cas les premiers qui vont être sur l'extension au début, de toute façon, joueront quasiment jamais en 200% si elle avait été implémentée. Donc, Ouais. bon. Par contre, c'est plus ennuyeux si on monte des rerolls en parallèle, etc. Effectivement, là, il faudra faire les 10 niveaux à la dure. Mais bon. Ouais. Le journal de quêtes va passer à 25 quêtes maximum. Bon, ce qui est plutôt pas mal, hein. Ouais, il y a beaucoup de gens qui semblaient trouver que les 20 quêtes de base c'était trop limite. Bon, moi, j'ai jamais vraiment eu ce problème. Ouais. Et- Moi, dans les 10 derniers niveaux, j'aurais aimé pouvoir en avoir plus quand même. 20, c'était un petit peu limité, j'avais toujours des quêtes qui traînaient. Bon. Ouais, moi ça m'a. Bon, il y en a souvent que j'ai enlevé, que j'ai reprises, que j'ai réenlevé, mais bon, disons que c'est pas l'événement majeur du jeu de toute façon. Moo, are you happy now? Il y a une autre chose qui a beaucoup changé, qui va beaucoup changer plutôt avec l'extension. Les systèmes de bonus sur les armes ou les armures, sur l'équipement en général. C'est-à-dire que, par exemple, on avait des pourcentages de coups critiques en plus jusqu'à maintenant, et ça passe en chiffres. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir plus 1% au coup critique, vous aurez plus 14 en score de coups critiques. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Bah, ça veut dire que globalement, en fait, Blizzard, de la façon dont ils avaient conçu le jeu à la base, c'était facile pour un voleur par exemple ou un chasseur de monter à 30, 40, voire peut-être même 50% de critique. Donc avec l'extension, pour que les objets soient aussi intéressants, voire plus intéressants que ceux de la version de base, il fallait encore augmenter ses scores. Donc ça aurait été aberrant de voir des voleurs avec 99,99% de critique. Donc ils ont revu complètement le système en implémentant la résilience notamment, et ce qui est une manière en fait d'aplanir le système. C'est-à-dire que ça fonctionne comment exactement ? Qu'est-ce que ça veut dire si j'ai un objet qui a plus 14 en coup critique, ça sera pas plus 14%? Non, ils ont posté la méthode de calcul sur les forums, et donc il faudra atteindre un certain nombre de points de coup critique ou de résilience pour que ça équilibre en fait avec le par niveau. rapport au niveau de coup critique. Voilà. C'est ça. Donc en fait, ça veut dire que plus notre niveau est élevé, plus il faut qu'on ait un score de critique important pour garder le pourcentage de critique qu'on avait. Donc ça permet de garder une validité pour les objets en question, parce que sinon on peut utiliser les mêmes objets qu'on soit niveau 20 ou niveau 60 et le pourcentage de critique reste le même. Là, le score de critique doit augmenter comme doivent augmenter les autres caractéristiques. Donc ça permet de créer de nouveaux objets intéressants, même à haut niveau, pour cette caractéristique-là. Le T4. Le T4, c'est les nouveaux sets d'armure qui font suite au T0 qui sont les sets de donjons normaux, le T1 qui est le set de Molten Core, le T2 le set de Blackwing Lair et le T3 le set de Naxxramas. Le T4, on a vu les images des nouveaux sets. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Dany ? J'ai vu les animations sur internet, elles sont pas mal. J'ai bien aimé moi le look du guerrier. J'ai trouvé le mage pas. Le guerrier, c'est celui qui a les 4 points brillants. Voilà, sur ouais, le casque. il a des sortes de gueules qui crachent des flammes sur les épaules. J'ai trouvé que ça avait pas mal de la gueule. Ça donnait bien envie de jouer un guerrier tauren. Le mage, comme d'hab, c'est des couleurs un peu bizarres, assez efféminées. Bon, c'est pas forcément ce que j'aurais choisi pour mon archimage. Ça ira très bien avec ma robe rose. Il y avait le set paladin aussi que je trouvais pas mal. Ça a plus trop le look un peu que je trouvais un peu genre banane. Voilà, le look banane comme ils ont appelé le look banane du T1 qui était pas super joli, mais franchement je trouve que globalement ils ont de la gueule. Ouais, moi je les ai trouvés étrangement plus réalistes que les anciens. Et maintenant que tu parles de trucs qui crachent du feu et de lumière brillante partout, c'est moins crédible, mais c'est vrai que je les ai trouvés un petit peu plus réalistes, un petit peu moins délirants, avec moins de trucs qui sortent de partout. Les couleurs étaient plus uniformes sur chaque set. Et donc le T4 a priori ça sera plutôt, c'est pas du tout le set de raid, c'est le set de donjon, c'est-à-dire que ça sera accessible a priori aux gens qui ne font pas de raid en collectionnant des pièces et des... Comment tu les avais appelés la dernière fois, Dany ?
Des pièces, des jetons. Voilà. C'est l'équivalent de ce qu'il y a en fait dans tout le groupe ou dans Alkiraj, les pièces et les scarabées. Là, ils seront remplacés par un autre système de jetons. Et globalement, quand on en cumule assez, on récupère la pièce. C'est ça. Et ils seront disponibles dans les différents donjons haut niveau, donc les donjons niveau 70. On n'aura pas besoin de faire des raids pour les récupérer. Il y a plusieurs informations à propos de ces sets encore. L'une des infos, c'est que ça sera pas un jeton par classe, comme ça fonctionne dans Naxxramas par exemple. C'est-à-dire qu'il y aura pour chaque jeton, ça sera disponible pour différentes classes. Donc on aura un loot d'un jeton qui sera pour druide, mage et démoniste. Et il faudra se démerder pour choisir entre ça, mais ça sera pas juste une classe. Donc si vous n'avez pas la classe, vous êtes complètement, vous avez fait cette instance pour rien, ou vous devez faire l'instance 70 000 fois parce qu'il faut que cette classe tombe exactement. Là, il y aura, ça sera regroupé par 3 ou 4 classes pour chaque loot. Donc ça sera un petit peu plus facile d'obtenir le set entier. Et une chose intéressante, c'est que il y aura plusieurs sets par classe, c'est-à-dire qu'il y aura des sets pour différentes spécialisations, pour différentes builds de talents. C'est bien surtout pour les classes hybrides, par exemple druide ou paladin, et ça leur permettra d'avoir des sets qui correspondent effectivement à ce qu'ils font. Parce que par exemple le T1 du paladin, c'est quand même 100% orienté soins, alors que finalement il y a beaucoup de joueurs qui aiment le type Warladin, ou pareil pour les druides qui sont comme toi, spéféral. Tout à fait. Et à propos de talent, il y a eu énormément de petites modifs, comme on le disait tout à l'heure en parlant du patch 1.13. Il y a eu énormément de petites modifications. Certains talents ont été revus, certains talents ont été modifiés. Et il y a une chose qui est particulièrement importante et qu'on va pouvoir découvrir très vite avec le nouveau patch, c'est que ils ont libéré beaucoup de points, notamment pour les classes hybrides et notamment pour le druide. Moi je m'y intéresse particulièrement puisque je joue aussi un druide. Et la classe férale par exemple va pouvoir être remplie beaucoup plus facilement. On pourra avoir beaucoup plus de talent puisqu'il coûte moins cher en fait. Ça coûte moins cher de passer au maximum, ça sera 3 points au lieu de 5 par exemple sur plusieurs talents. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est le cas dans différents arbres pour différentes classes. Donc on va pas parler de tous les talents parce qu'on s'est beaucoup étendu là-dessus dans les épisodes précédents. Moi je voudrais juste parler d'un talent qui est intéressant. C'est le dernier talent d'un des arbres des voleurs qui s'appelle Shadow Step. Tu l'as vu toi Dany ou non, je l'ai pas vu. D'accord, j'ai vu ça il y a quelques jours sur un forum américain je crois. En fait c'est un talent qui est utilisable uniquement quand on est en furtif. Mais c'est un talent qui vous fait passer directement derrière l'adversaire. C'est un talent instantané, donc il n'y a pas de temps de cast évidemment. Et il vous fait passer derrière l'adversaire et il vous donne des bonus à vos backstabs, à différentes capacités de dégâts. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'elle est utilisable à, je crois, 30 mètres, 20 ou 30 mètres. C'est donc monstrueux. Voilà, j'attendais la réaction habituelle. À mon avis, Aguilar, quand il a dû lire ça sur les forums américains, il a dû sauter de joie. Donc ce talent, c'est une sorte de rush, comme le rush des guerriers, mais pour les... J'espère qu'il y aura un cooldown au moins d'une demi-heure sur ce truc, hein, parce que sinon... Je sens qu'on va recevoir des courriers de voleurs mécontents qui vont t'insulter. Mais ouais, donc c'est un talent quand même intéressant. C'est quand même sympa, le 41e talent, donc c'est pas super. Non plus il est très sympa en tout cas. Celui-là, il fait bien envie. Hein. Ouais, tout à fait, ouais, effectivement. Une nouveauté pour les druides, c'est qu'ils vont pouvoir boire et manger en forme férale, donc en ours ou en chat. Tu m'expliqueras comment un ours arrivera à manger du pain ou à ouvrir une bouteille, une gourde pour boire. Les ours sont extrêmement agiles, c'est la force de la nature que maîtrisent les druides qui leur permet de faire ce que les ours normaux ne peuvent pas. Gloire à Elune. Et accessoirement, ils ont aussi un autre truc intéressant, c'est qu'ils sont entraînés à boire les potions. Ils pouvaient pas ? Non, ils pouvaient pas. Ah, c'est chiant ça. Ouais, donc quand on était en forme d'ours ou en forme de chat, on pouvait pas utiliser de potions, et là, ça sera possible. C'est pas, bon, comme le dit Daniel, c'est pas extrêmement cohérent au niveau réalisme, mais moi, jouant un druide, je vais pas m'en plaindre, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est bien pour le gameplay du druide et pour, franchement, c'est... Ouais, bah je pense ils sont en train comme on en discutait la dernière fois, d'aider encore plus les classes hybrides à être vraiment valides dans leur rôle hybride.
d'enfer. Nouveau battleground, un battleground en Outre-Terre qui s'appelle Eye of the Storm, donc c'est l'œil du cyclone. Ouais. Tu en as entendu parler, Dany ? À peine. De ce que j'ai lu, c'est une sorte de mix entre Arati et Warsong. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a 4 points à capturer, qui se capturent comme les tours des Maltaires de l'Est, voilà. Donc il faut rester un certain temps dessus. Et il y a aussi un drapeau au milieu, et je crois qu'il faut rapporter une ressource. Il faut rapporter le drapeau dans l'une des tours dans l'un des points qui appartient à votre faction, pour augmenter le score, et la partie se termine quand on arrive à un certain score, 1000 ou 2000. Donc plus on a de points capturés, plus le score augmente, et ça donne un gros bonus quand on rapporte le drapeau dans l'endroit en question. Donc ça a l'air d'être un champ de bataille extrêmement dynamique, extrêmement rapide, et c'est en Outre-Terre, donc c'est tout rose, avec des morceaux de des morceaux de pierre qui volent un peu partout. Tu veux dire que je pourrais me fondre dans la nature avec ma robe? Oh. Avec ta robe des sables changeants, voilà, elle porte. Et voilà, les mages n'ont plus besoin de sorts d'invisibilité maintenant. Un gros morceau quand même de l'extension, c'est les modifications des professions. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de rajouter des nouveaux objets craftables, fabricables, et des nouvelles fonctions carrément à chaque profession. On va voir ça rapidement pour chacune des professions du jeu. Une des choses qu'ils ont essayé de rajouter, c'est pour la forge, le travail du cuir et la couture. Ils essayent de faire des objets épiques et des sets d'objets rares liés quand ramassés, donc uniquement utilisables par les personnes qui les craftent. Des choses qui pourront vraiment être utilisées en haut niveau, ce qui n'était pas vraiment le cas jusqu'à maintenant. Ouais, ils étaient tellement rares en plus et difficiles à faire que c'était vraiment pas intéressant. La robe de l'archimage par exemple demande une fortune, alors que c'est tellement plus simple d'aller faire un Molten Core pour en looter une rapidement. Ouais. C'est moins compliqué, moins difficile. Moi j'ai encore ma robe de l'archipage, mais bon, je suis très riche, donc je me la suis fabriquée mais avec mes moi, il sous. y a un truc que j'avais trouvé intéressant, c'était par exemple, il me semble que c'est pour forge. Le forgeron, il pourra se crafter un morceau d'armure ou une épée, une arme, qui pourra en fait, à partir d'un certain niveau, améliorer progressivement. C'est-à-dire ? Donc par exemple, tu auras une épée, je sais pas, j'y ai pas joué, hein, donc c'est juste ce que j'ai lu, c'est au niveau 20 ou 30, il pourra faire une épée, et bon, évidemment au niveau 35, 40, tu vois, ce sera complètement inutile, mais il pourra l'améliorer avec des recettes, et jusqu'au niveau 70, et donc garder la même arme pendant tout le cycle, oui, c'est intéressant, ça. en l'améliorant progressivement. Et je trouve ça une très très bonne idée, c'est très sympa. Ouais, en plus c'est agréable d'avoir ton épée que tu gardes et que tu améliores dans ton évolution. Exactement. C'est pas mal. Si en plus tu peux lui donner un nom, c'est magnifique. Et comment est-ce que tu l'appellerais ? Je pense que je l'appellerais la Danomatique destructrice de monde et dévoreuse d'univers. Ça a pas l'air trop puissant, ça va. Donc bon, c'est un petit truc intéressant. Pour la couture, toi qui es couturier averti, tu sais ce qu'ils ont rajouté ? Il y aura un filet. Donc c'est un peu le truc pêcher. Que tous les mobs nous lancent dessus à partir du niveau 20 pour nous immobiliser. Bah, là ce sera pareil, on aura le nôtre. Ouais. Donc, ce sera un filet qui permettra en fait de router l'adversaire pendant 3 secondes. Pour le cuir, ils ont rajouté des nouveaux renforts. Vous savez qu'il y a des renforts d'armure, de cuir qui rajoutent des points d'armure. Et bien là, les nouveaux rajouteront peut-être des points d'armure, mais il y en a d'autres qui rajoutent de l'endurance. Donc on peut appliquer à certaines pièces d'armure des bonus d'endurance, qui est très intéressant évidemment pour tout le monde et pour les travailleurs du cuir aussi. Et un autre objet qui est très très sympa, qui est la cravache. Tu sais à quoi elle sert, la cravache ? Comme son nom l'indique, un objet dont on sert sur sa monture pour aller plus vite.
Ouais, donc je crois que ça rajoute 1 ou 2% de vitesse en temps normal, et en plus, quand on l'utilise, ça rajoute 25% de vitesse pendant 10 secondes. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable, c'est vraiment utile, quoi. Moi, je sens déjà la SPA commencer à émettre des plaintes sur le sur le fait qu'on maltraite nos pauvres griffons. Je pense que c'est la SPA qui a imposé un cooldown, un temps de recharge sur les cravaches d'au moins 10 à 15 minutes. Donc je pense qu'un coup de cravache toutes les 15 minutes, les griffons sont en armure en plus en outre-terre, donc ils tiendront le coup. Les ingénieurs vont avoir des fumigènes qui vont enfumer une partie de la zone où ils sont pendant 5 minutes. Moi j'ai lu que c'était utile pour marquer certaines zones en raid par exemple. Je me demande si ça peut être carrément utile pour vraiment enfumer une partie de la carte, ça pourrait être sympa. Une grande modification pour les enchantements, c'est-à-dire que enfin il va y avoir un niveau d'objet minimum pour faire un enchantement. C'est pour éviter les twinks, Exactement. les pauvres. C'est-à-dire que on pourra plus mettre un enchantement croisé qui, pour les gens qui connaissent pas très bien, niveau 19. C'est un enchantement extrêmement puissant qui rajoute 100 points de force, qui a une chance à chaque fois que vous faites toucher de rajouter des points de vie et de rajouter 100 points de force au porteur. Donc sur un personnage niveau 60, c'est déjà très intéressant, mais c'est raisonnable. Sur un personnage niveau 19, c'est absolument monstrueux, et c'était possible jusqu'à maintenant. Et ben ça sera plus le cas avec l'extension. Il y aura un niveau minimum d'objets pour appliquer certains enchantements. Donc et il y a en fait 2 choses que j'aimerais ajouter. La première, je sais pas si tu en as entendu parler, mais a priori maintenant il y aura qu'une seule baguette pour enchantement, une baguette qu'on améliorera au fur et à mesure. Donc déjà, merci Blizzard de nous avoir entendus, parce que combien de fois on m'a demandé un enchantement par exemple plus 7 résistance au feu sur cap, et évidemment c'est le truc dont on sert une fois tous les 6 mois, donc c'est forcément à la banque. Ouais. Et il y a une dernière fonction pour les herboristes que moi je trouve pas mal du tout. C'est que certaines plantes vont vous donner un petit buff ou un debuff quand vous ferez leur collecte. Donc vous pourrez avoir un petit bonus ou un petit malus en outre-terre quand vous utiliserez votre compétence d'herborisme. Ce qui est pas mal parce que finalement l'herborisme n'était pas super intéressant, on se contentait de récupérer des fleurs de temps en temps, et bon, là ça rajoute un petit truc en plus, on dit jamais non. Voilà pour la question de Burning Crusade. On va passer aux toutes dernières informations et nouveautés pour ce mois-ci, qui sont d'une part une nouveauté sur le site officiel. Il y a une encyclopédie qui a été mise en place, qui regroupe beaucoup d'informations sur différents aspects du jeu et de l'histoire. Vous pouvez y accéder par le site officiel. Je l'ai regardé un petit peu, elle est plutôt sympa et plutôt bien faite. Donc allez y jeter un coup d'œil. Deuxième information, le jeu de cartes est sorti, le jeu de cartes de Warcraft qui est édité par Upper Deck. Et Dany, tu y as joué. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions sur le jeu ? En fait, le jeu en lui-même est relativement proche de Magic l'Assemblée, pour ceux qui connaissent. C'est tout en reprenant donc une sorte de système de trame de base. Le jeu apporte quelques nouveautés, quelques tactiques qui sont franchement différentes et qui apportent un coup de sang neuf. Le jeu, je le vois vraiment plus orienté vers le casual gamer justement, parce que le système est quand même plus simple, plus léger. Il n'y a pas besoin d'apprendre 50 pages de règles. Et en fait, donc, il reprend, il y a en fait, pour chaque côté, donc, soit Alliance, soit Horde, il y a les 8 classes qui sont disponibles, avec chacune leur spécificité, leurs forces, leurs faiblesses. Et le but du jeu, donc, c'est de se constituer soi-même un deck, avec des créatures, avec des sorts, des compétences, qui vont permettre d'écrabouiller l'adversaire en face. D'accord. Tu t'es amusé, c'était plutôt sympa ou? Et ben avec plusieurs amis, donc on était 6 à l'essayer, on a passé une très bonne après-midi. On a acheté en fait donc le starter de base plus 4 boosters, et la façon dont on a joué en fait c'est on a commencé à se faire la main avec le booster, le starter de base, sans rien toucher, sans rien ajouter, sans rien enlever. Et ensuite on a pris les 6 boosters pour se faire une sorte de mini deck pour tester ensuite des stratégies individuelles, et l'un comme l'autre était assez sympa. Le système de jeu en lui-même est très très rapide, donc en 7-8 tours de jeu en gros la partie est emballée, pesée en général. Ah oui,
d'accord, donc une partie dure combien de temps à peu près? Oh, un quart d'heure, 20 minutes. Ah ouais, maximum. c'est très très rapide, moi je pensais que c'était beaucoup plus long que ça. C'est très rapide. D'accord. Ouais, bon, écoute, moi je t'avoue que je préfère peut-être jouer au jeu, au vrai jeu plutôt qu'au jeu de cartes, mais... Oui, mais d'un autre côté, le jeu de cartes, tu peux le faire avec des vrais gens qui sont en face de toi et à qui tu peux parler, avoir des interactions. Je suis pas certain de comprendre ce que tu veux dire, Daniel. Je vois pas du tout. Bon, on va passer à autre chose parce que tu parles de concepts qui me sont totalement étrangers. Il y a un monde dehors, Patrick. Warcraft pour les nuls. Notre première partie, évidemment, c'est le truc que j'aurais voulu savoir. Utiliser vos capacités raciales. C'est vrai que dans la plupart des jeux online, les capacités raciales en fait sont très vite inutiles. C'est-à-dire que ça va être quelques bonus à différentes caractéristiques qui deviennent obsolètes au bout de 10 ou 15 niveaux parce que de toute façon les bonus des objets sont tellement énormes que les premiers bonus de race deviennent négligeables. Par contre, les capacités raciales en elles-mêmes sont extrêmement utiles dans Warcraft et il ne faut pas du tout les négliger. Notamment, j'ai quelques exemples qui me viennent à l'esprit. La capacité qui permet aux humains de voir les créatures invisibles ou furtives. C'est très très puissant, oui. En fait, moi je l'utilisais pas du tout parce que je l'ai essayé 2-3 fois au début et j'ai pas vu de différence immédiate. Et bon, je l'ai un petit peu rangé de côté sans la revoir ensuite. En fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'est l'une des seules capacités du jeu qui permet de mieux voir les invisibles. C'est le cas pour absolument personne dans le jeu. Personne ne peut voir les invisibles, à part les chasseurs évidemment. Il y a d'autres capacités qui sont intéressantes, des capacités raciales. Par exemple, moi il y en a une qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le mode furtif qu'ont tous les elfes. C'est bon. Hormis l'utilité évidente pour les rogues et les druides, par exemple, ça a évité pas mal de wipe complet en cas de mauvais pool pendant l'aggro, quand le prêtre, en fait, en voyant le pool foireux, se mettait en lui-même en furtif et revenait une fois le combat passé. On parle de l'Alliance, mais il y a aussi des capacités extrêmement intéressantes. Pour la Horde, il y a la volonté des réprouvés qui est quand même une des capacités PvP les plus terribles pour les morts vivants. Ouais, ça fait quoi exactement la volonté des réprouvés? Ça casse, ça rend invulnérable au fear en fait. Donc voilà, regardez vos capacités raciales, jetez-y un coup d'œil, ça vous servira. Pour notre partie technique, on va vous parler un petit peu des classes au corps à corps, en particulier les guerriers et les voleurs, pour vous dire... tout simplement, faites bien attention au type de matériel que vous utilisez quand vous êtes sur une de ces deux classes. Ces deux classes dépendent vraiment à 99% des armes qu'ils ont sur lui et des armures. Donc vraiment, mettez-les à jour le plus souvent possible quand vous montez de niveau. Donc par exemple, quand je vois un guerrier ou un voleur niveau 30 qui a toujours la même épée verte qu'au niveau 15, je me dis que franchement ça lui faciliterait beaucoup la vie d'avoir une arme niveau 25-30. Et effectivement la différence est colossale, ça passe d'un personnage qui sert quasiment à rien et qui frappe comme une moule avariée à une sorte de machine à tuer des élites de niveau de plus que lui. C'est vrai que pour les mages ou les prêtres, l'équipement est important évidemment parce que c'est important pour toutes les classes, mais pas autant que la manière dont on va utiliser les sorts. Pour un guerrier ou un voleur, ça change absolument tout, quoi. Tout autour, oui. Et dans cette optique de progression et d'utilisation au mieux des outils qui nous sont donnés, on va parler un petit peu des talents aussi, parce que les talents ne sont pas forcément ne sont pas aussi bien utilisés à différents niveaux. Et est-ce que tu peux nous expliquer ça plus précisément? En fait, ça dépend surtout de l'optique de jeu. Donc, par exemple, si vous montez un prêtre du niveau 1 au 60, je ne saurais que trop vous conseiller de vous spécialiser dans l'arbre ombre
du prêtre, tout simplement parce que ce sera beaucoup plus efficace pour tuer plein de mobs en solo et pour tenir longtemps et survivre. Et une fois au niveau 60, changer, ou disons à partir du niveau 50, 55, quand vous commencerez à faire beaucoup d'instances de haut niveau, respec pour passer en mode soin et pour être plus utile aux membres du groupe ou du raid. Donc quand vous allez monter votre personnage, a priori vous jouerez beaucoup plus en solo qu'en groupe, et donc il vous faut une spécialisation adaptée à votre type de jeu. Voilà pour notre petite partie technique un peu courte aujourd'hui. Et notre partie histoire va être consacrée aux humains et au royaume d'Arator. Qu'est-ce que c'est que le royaume d'Arator ? C'est le premier empire humain en fait. C'est l'empire de Lordaeron. Et on parlait des elfes le mois dernier, en disant que certains elfes, les hauts elfes, avaient survécu. Certains hauts elfes avaient survécu au cataclysme de la bataille qui a divisé le monde en continents. Et ces elfes sont rentrés en contact donc avec les humains qui vivaient en tribu dans Arati, et ils sont rentrés en négociation avec les humains en fait pour leur demander de les aider à combattre les trolls avec qui ils étaient en guerre permanente. Et grâce à cette union, les humains ont commencé à évoluer au niveau social et au niveau politique, et ils se sont formés en nations. Et donc ils ont formé la nation d'Arator et l'empire de Lordaeron. Et vous pouvez retrouver dans tout le jeu et dans toute la carte des vestiges de cet empire qui existe toujours, bien sûr, mais qui est un petit peu réduit. Il y a par exemple la ville de Stromgard, qui est dans Arati et qui était la capitale de l'empire de Lordaeron, et qui aujourd'hui n'est guère plus qu'un tas de ruines envahies par des ogres et d'autres voleurs et bandits de grand chemin. Donc Stromgard, que vous voyez dans Arati, et auquel je pense vous êtes déjà allé, était la capitale de cet empire. Il y a aussi la ville de... Daniel, est-ce que tu peux me rappeler le nom de la ville des morts-vivants ? Undercity. Voilà, mais ça je m'en souviens, mais le nom avant, tu le connais ? Et on en parlait il y a à peine une demi-heure. Bon, et ben la ville des morts-vivants, qui est la ville où en fait Arthas a tué son père, ce que les joueurs de Warcraft 3 ce dont ils se souviendront évidemment avec émotion, puisque c'était l'une des scènes cinématiques les plus magnifiques du jeu, et qui est aujourd'hui devenue Undercity, faisait également partie de l'empire de Lordaeron. Il y a aussi toute la partie nord en fait, qui était le centre de Lordaeron, qui a été envahie par les morts-vivants. Que ce soit Stratholme, Underhall, Scholomance même. Alors on parle évidemment de magie quand on parle d'elfes, et il se trouve que l'une des puissances des humains, c'est que là où les elfes étaient doués pour la magie, eh ben, les humains étaient encore plus doués et encore plus performants dans le domaine de la magie. Et les humains ont demandé aux elfes, en contrepartie de leur aide pour combattre les trolls, ils leur ont demandé de leur enseigner les voies de la magie, ce qu'ils ont fait. Le problème, c'est que, encore une fois, à partir du moment où la magie est utilisée, ça attire l'attention de la Légion Ardente. Évidemment. Daniel ne me donnera pas une seule aide dans mon... Vu la prestation que tu nous as fait la dernière fois, je ne t'aide pas, tu es censé être l'encyclopédie. Donc, ça a attiré l'attention de la Légion Ardente, et une fois de plus, Sargeras pointe le bout de son nez. Et il vient voir ce qui se passe sur Azeroth une fois de plus. Les descendants des Keldoray, donc des elfes, créent le concile de Silvermoon, de Lune Argent, j'imagine. Et les mages d'Arator forment les gardiens de Tirisfal. Donc ces deux organisations protègent les secrets de la magie et protègent le royaume, et ils gardent le secret de la menace de la Légion Ardente,
et ils essayent de voir ce qu'ils peuvent faire contre, et les gardiens qui unifient toute cette belle alliance finissent par découvrir que la Légion Ardente est revenue sur Azeroth, ou est en train d'essayer de revenir sur Azeroth par le continent de Northrend, qui est le continent glacé au nord du monde, qui n'est pas disponible dans le jeu aujourd'hui, mais qui sera peut-être le sujet d'une extension prochaine. Et là, on retrouve ce dont je parlais au premier épisode, et qui nous montre que tout est lié dans l'histoire de Warcraft, c'est que Aegwynn est la plus puissante des gardiennes de cette union entre les elfes et les humains. Et elle monte à Northrend et elle découvre Sargeras. Bon, ils se battent contre la Légion Ardente qui essaye de rentrer dans le monde une fois encore. Et elle découvre Sargeras et dans une explosion de rage et de furie, elle réussit à tuer Sargeras, ce qui est quand même pas rien, parce que Aegwynn c'est qu'une maigre humaine et elle détruit un démon demi-dieu. Effectivement, elle doit l'être puisqu'elle détruit Sargeras. Et là, on en vient à une histoire qui est liée à Warcraft 3 directement, c'est que Sargeras, au moment où il va mourir, ou plutôt où sa forme physique va être détruite, il infeste le corps d'Aegwynn et il transmet son esprit maléfique et démoniaque à son enfant. Son enfant étant Medivh, l'enfant qui va encore une fois essayer de ramener la Légion Ardente un petit peu plus tard dans l'histoire du jeu. Et je crois que Medivh est à l'origine de l'ouverture du Dark Portal, non ? Si je ne m'abuse. Oui. Donc Medivh, une fois sa maturité atteinte, réveille l'esprit de Sargeras, bien malgré lui. Et donc Medivh, alias Medivh Sargeras, fait des choses démoniaques. Medivh se rend compte, essaye de combattre cette partie de son esprit qui a été infectée par Sargeras, finit par mourir et revient dans Warcraft 3 en tant que le prophète mystérieux qui se transforme en Exactement, en et c'est grâce corbeau à lui qu'on suit pendant tout le jeu, c'est grâce à lui que finalement Archimonde à la fin se fait avoir. Détruire. C'est Archimonde qui meurt à Ijal, non ? Tout à fait, Voilà. qui détruit l'arbre en même temps, l'arbre de vie. Voilà, c'est ça. Donc, l'origine de Medivh, c'est effectivement ce royaume d'Arathor qui était immense et qui couvrait toute la partie des royaumes de l'Est il y a bien longtemps, avant même que les orques n'arrivent sur Azeroth. Medivh, qui est également un personnage central de l'extension, puisque l'extension inclut le donjon de Karazhan, qui est une instance extrêmement importante pour cette extension, et c'était en fait l'ancienne demeure de Medivh que vous pourrez explorer quand l'extension arrivera et pour laquelle beaucoup de gens ont d'énormes espoirs parce que c'est censé être un lieu mythique de l'histoire de Warcraft. Vous pourrez y mettre les pieds vous-même. On pourra piller les sorts de Medivh. Je me doutais bien que tu aurais ce genre d'intention maléfique toi aussi. Est-ce que tu n'aurais pas été investi par l'esprit de Sargeras à la mort de Medivh, Daniel ? Pas besoin, c'est moi qui ai tout appris à Sargeras. Bon, voilà pour l'histoire de Warcraft pour ce mois-ci. On vous donnera rendez-vous pour autre chose le mois prochain. Warcraft pour les pros, ça va être un petit peu plus court que d'habitude parce que très honnêtement, il se passe plus grand chose dans les raids à ce niveau-là, puisque Naxxramas a été un petit peu terminé, le Kel'Thuzad est tombé comme on le disait le mois dernier. On peut vous dire qu'en France, la Guilde Empire a réussi à battre les 4 cavaliers. Donc ils ont battu Saphiron aussi, donc ils doivent être en face de Kel'Thuzad maintenant, je pense. Et la Guilde Millennium, qui les suivait de près, a battu les 4 cavaliers, mais n'a pas encore battu Saphiron. Donc bon, ça devrait plus trop tarder, je pense, mais Empire et Millennium sont toujours au coude à coude, avec un tout petit avantage pour Empire quand même. Nos félicitations à ces 2 guildes. Voilà, ouais, c'est quand même pas rien, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Bien joué. On va avoir notre petit conseil de raid de Daniel, traditionnel, et je vais donc te laisser la parole.
Oui, alors cette fois je vais vous parler disons, pour conserver une bonne ambiance dans le raid et un bon fonctionnement, éviter une atmosphère malsaine, parce que ça peut très très vite s'instaure. Moi, mon conseil, c'est en cas de wipe répété, en cas d'essai complètement raté sur un boss, il y a toujours des gens qui se permettent de dire des commentaires, oui, les mages ont mal fait ci, les guerriers ont mal fait ça, les prêtres ils soignent pas bien, les rogues ils ont fait ça, et en général ça ne sert qu'à une chose, c'est vraiment à dégrader l'ambiance du groupe et à le bloquer. Nous, dans notre raid, c'est quelque chose qu'on a connu il y a quelques mois, sur Vaelastraz notamment. Et en fait, pour moi, un des bons moyens pour éviter ça, c'est vraiment s'assurer que le lead du raid, et seul lui, plus les leads de classe, s'il y en a dans votre raid, s'occupe de donner ce genre de détails et d'informations sans polluer le CC raid ainsi que le channel TeamSpeak. Donc vraiment le but du jeu c'est de rester, disons, politically correct, d'éviter de froisser les gens et quand même de faire avancer le schmilblick en faisant remonter les informations par voie officielle, en disant voilà, je sais que j'ai un rogue mais je joue pas mal mage, donc voilà ce qu'il pourrait faire, et ensuite c'est le lead qui peut effectivement dire ce genre de choses et qui sera sans doute plus à même de le faire d'une manière sans froisser les gens, puisque c'est lui qui est censé analyser la situation et développer les stratégies. On va passer à la partie fourre-tout, où on a avant tout le courrier des auditeurs. Tiens, avant de parler du courrier des auditeurs, j'ai oublié de signaler quand même à l'épisode précédent qu'on avait des forums maintenant sur le site. Donc il y a certaines personnes qui sont venues déjà. On a une petite communauté qui est en train de se former, qui est plutôt sympathique. Et d'ailleurs, je tiens à dire bonjour à Squall, Wiz, Idis, Contaro, Xeron, Magicomage et Sis, qui sont certains de nos posters les plus actifs, qui font vivre un petit peu notre forum. On les remercie, c'est fort sympathique à vous les gars. Et vous pouvez y aller, poster, vous inscrire, vous pourrez y découvrir les secrets de notre guacamole sacré, entre autres choses. C'est une recette épique cachée. Plutôt sympathique. Voilà, donc on se marre bien, venez faire un tour. Je voudrais dire aussi merci aux personnes qui nous ont laissé des commentaires et des reviews sur iTunes. On en a une petite quinzaine, c'est vraiment cool, hein. Merci beaucoup à vous. Et si vous utilisez le iTunes pour downloader le podcast, n'hésitez pas aussi à venir nous mettre une petite review. Ça nous permet de nous faire voir un petit peu plus, donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Et d'ailleurs à propos d'iTunes, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, des lecteurs, qui m'ont demandé s'il était possible d'avoir un mail quand le podcast sortait, quand les nouveaux épisodes du podcast sortaient. Le principe du podcast, c'est qu'on n'a justement pas besoin de mail pour savoir qui sort. Donc, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas encore bien saisi l'utilité du truc. Donc, la chose que je vous conseillerais, c'est vraiment allez sur iTunes, abonnez-vous au podcast par iTunes et vous allez voir comment ça fonctionne, parce que à chaque fois que j'essaye de l'expliquer, les gens ne comprennent pas, donc je dois pas être super doué pour ça, ou alors c'est un peu compliqué, mais vraiment la chose la plus simple, allez sur iTunes, abonnez-vous et vous verrez quand vous lancez iTunes, ça met à jour automatiquement. Il y a d'autres logiciels évidemment pour lire les flux RSS, donc pour lire les podcasts. iTunes en est un, si vous en avez un autre, allez-y. Un petit mot sur ce qu'on disait avec Aguilar le mois précédent à propos de la zone dont il s'occupe, c'est-à-dire la zone francophone. On a eu des réponses, je sais pas, directement peut-être le jour ou le lendemain de la sortie du podcast. Une bonne part des réponses, c'était des Suisses qui nous ont dit franchement c'est vraiment dommage, on parle de la France, de la Belgique, du Canada, et les Suisses, vous nous oubliez à chaque fois, c'est encore la même chose, c'est dégueulasse. Donc les Suisses, je tiens à vous dire... Mais il n'y a pas, d'ailleurs, en fait, dans les pays francophones, il n'y a pas que la Suisse, la Belgique, le Canada ou la France, hein. Il y a pas mal de pays.
Tout à fait. Avec une communauté francophone conséquente en Afrique, par exemple, en Europe de l'Est, les Roumains parlent beaucoup français aussi. Donc c'est vraiment, on ne vous oublie pas, simplement on va pas mentionner tous les pays francophones. Mais, moi je tiens quand même une à mention dire, spéciale à nos amis suisses. Voilà, puisque ils nous ont quand même beaucoup écrit pour nous dire qu'ils étaient là aussi. Donc vous avez droit à un petit mot d'amour des animateurs d'Azeroth.fr. On pense à vous. Et notamment... Et donc on voudrait saluer en particulier Arxit, K-League, OnlyPeace. Et des gens qui nous ont parlé directement aussi, Mélénos et Nismo, entre autres. On va pas citer tout le monde, mais salut les gars, salut donc les vive Suisses. les Suisses. Voilà, vive et vous. les autres. Le courrier des lecteurs en lui-même. J'ai eu Ronan et d'autres personnes qui m'ont demandé d'où venait la musique qu'on utilise dans le podcast. À 90-95%, c'est la musique du jeu, tout simplement, vous l'aurez reconnu. Il y a un CD qui est disponible sur le site US de Blizzard. C'est le CD de Jason Hayes, qui est la bande originale du jeu World of Warcraft. Et qui est fourni aussi avec la version collector du jeu que Daniel a acheté évidemment puisque c'est un gros geek. Et on utilise aussi certains morceaux du groupe de l'équipe du site Mindflame, qui sont des gens qui font des films de Warcraft, et notamment la chanson des Murlocs que vous avez certainement entendu plus d'une fois dans le podcast et que je vais sans doute utiliser aujourd'hui aussi. C'est sur Mindflame, et il y a une page, la page de Marcel sur le site, dans laquelle je mets un lien sur leur site à eux. Donc si vous voulez downloader cette musique de Murloc, allez-y. On a Roxar qui nous demande sur quel serveur on joue. Daniel, es-tu prêt à donner cette information cruciale? Ouais. Bon, j'aurais aimé pouvoir la vendre très très cher, mais bon, je vais la donner à tous nos chers auditeurs parce qu'on les aime énormément. Moi, c'est sur Shogal. Voilà, moi je joue sur Shogal aussi avec Daniel, et sur Conseil des Ombres, qui est un serveur RP. RP PVP. PVP, tout à fait. On est tous les deux sur des serveurs PVP qui sont quand même un petit peu plus intéressants que les serveurs bisounours de PVE. Je sens déjà les mails d'insultes mérités. Voilà, donc nous on est sur ces serveurs-là. Il y a Jocelyn qui nous a envoyé plein de critiques en me disant je pense que beaucoup de gens vous envoient plein de compliments, et voilà, moi je vais vous envoyer des critiques pour pas que vous ayez les chevilles qui enflent trop. Merci Jocelyn, on apprécie beaucoup. T'es pas le seul à nous envoyer des critiques, c'est vrai qu'on on a plus de compliments que de critiques, ça nous fait plaisir, mais on écoute les critiques aussi évidemment. Waza nous parle du site Royal Exploring Foundation, qui est un site RP qui est qui explore les parties inexplorables du jeu. Il y a beaucoup de choses qui font ça, il y a beaucoup de films ou de screenshots de parties qui sont pas censées être accessibles. La différence, c'est que la Royal Exploring Foundation le fait avec un contexte RP assez amusant, très très bien réalisé, le site. Kevin ah oui, alors ça c'est intéressant. Kevin est complètement désespéré parce que il nous dit je m'appelle Kevin, forcément, et je comprends pas pourquoi est-ce que Kevin est choisi comme un prénom insultant, et pourquoi pas Albert ou Roger. Et le truc, c'est que, bon, tu le sais peut-être pas parce que tu étais assez jeune à l'époque, mais il y a eu une mode du prénom Kevin, peut-être à la fin des années 80, début des années 90, quelque chose comme ça. Et il y avait beaucoup de Kevin en France. Et donc le truc, c'est que à l'époque où le jeu est sorti, les Kevin avaient à peu près, voilà, je commence déjà, les Kevin avaient à peu près, je sais pas, 13-14 ans, quelque chose comme ça. Et donc c'était les joueurs les plus jeunes qui étaient pas forcément les plus sérieux dans la manière qu'ils avaient de jouer. Et donc ils étaient un petit peu erratiques, un petit peu les personnes les elfes qui passent leur temps à sauter partout en courant. A priori, c'est des gens plutôt jeunes, et parmi cette population, il y a beaucoup de jeunes gens qui s'appellent Kevin. Donc voilà, les Kevin ont une image super négative, beaucoup plus que les Albert ou les Roger, et c'est sans doute à cause de ça. Mais c'est une explication en tout cas, j'espère que ça éclairera ta lanterne. Accessoirement, Kevin joue un paladin, donc si on parle de stéréotypes... Et enfin, dernier lecteur, c'est J,
qui nous dit que dans sa vie de patachon, il a vu énormément de choses et énormément de commentaires sur le jeu, et ça lui fait beaucoup de bien d'entendre des gens qui ne sont pas en train de hurler que ça rock sort du poney et que ça sucks pendant toute l'émission. Donc écoute, on essaye de faire de notre mieux pour rester relativement intelligible et que tout le monde puisse nous comprendre. Donc voilà, il n'y a pas de souci, on continuera dans cette voie. Donc on passe maintenant au concours Highlander, le concours du mois dernier, donc notre petit event. Franchement, ça s'est passé correctement. C'était pas le succès interplanétaire non plus. Il y avait certains royaumes qui étaient un petit peu vides. On a eu quelques screenshots de gars qui se sont retrouvés à 2 dans l'arène à compter leurs billes. Mais bon, il y avait certains royaumes sur lesquels il y avait un petit peu de monde. On a eu quelques screenshots où il y avait des cadavres partout et une petite vingtaine de participants. C'était plutôt sympa. Parmi les screenshots, on a eu des choses pas mal du tout, et le gagnant qu'on a sélectionné, Daniel et moi, c'était un choix difficile quand même. C'était pas facile. Finalement, donc, ça sera Furry, qui est joué par Sébastien, qui nous a envoyé un screenshot assez marrant avec un tauren assez énorme et un autre en face. L'impression est forte quand même. Je vais pas vous en dire plus, vous verrez ça sur le site, je l'afficherai. Donc bravo Sébastien, si tu peux nous envoyer ton adresse, on t'enverra. Qu'est-ce qu'on va lui envoyer ? Un starter deck. Voilà, du jeu de cartes World of ouais. Warcraft. Donc félicitations, j'espère que tu apprécieras, que tu joues à ce jeu et que tu apprécieras. Je crois que c'est à peu près tout pour notre concours. Il y en a eu d'autres. Bon, on en affichera certains sur la page. Merci en tout cas à tous ceux qui ont participé. Pour notre concours, c'est terminé, et également pour notre podcast. Et évidemment, comme chaque mois, on va conclure sur notre cadeau bonus qui n'a rien à voir ni avec Warcraft ni avec Blizzard. On va vous parler. Est-ce que tu es au courant de cette histoire, Dany, du journaliste dans Second Life ? Non. Alors déjà, est-ce que tu sais ce qu'est Second Life ? C'est un univers virtuel. Voilà, c'est une sorte de MMORPG sans l'aspect jeu. Voilà, il n'y a pas de jeu. C'est une sorte d'univers virtuel où tout le monde peut construire un petit peu ce qu'il veut, peut arranger son environnement comme il le désire, et où il peut acheter et vendre des choses pour de l'argent réel. Il y a un type qui a acheté une île. Je crois que c'est dans Second Life. Hein. Vrai, ouais. Il a acheté une île pour une somme absolument monumentale, genre $100,000 je crois, et qu'il revend par petits morceaux, et il est déjà rentré dans ses frais. Et la dernière chose en date qui est arrivée dans le monde de Second Life, c'est que l'agence de presse Reuters a assigné un journaliste à Second Life. C'est-à-dire qu'il y a un type dont le travail est d'être dans ce monde virtuel et d'être journaliste et de donner les informations, de trouver des informations intéressantes, des nouvelles intéressantes dans ce jeu-là. Donc le journaliste en question, quand il est connecté, quand il travaille, a priori, il est dans le jeu et il fait des reportages sur le jeu de la même manière qu'il le ferait sur le monde réel. Bon, c'est sur cette bêtise sans nom que nous allons conclure notre podcast. On vous remercie encore une fois de nous avoir suivis. On vous souhaite un bon mois de novembre. Amusez-vous bien et on vous retrouve en décembre avec tout un tas de nouvelles informations. À bientôt. À bientôt. Bon jeu. Ciao.